C'est l'heure de pointe sur la ligne 6. Pour être exact, c'est l'heure de pointe partout ici à Paris. Il est 18h15, je sors du boulot, tu sors du boulot, ils sortent tous du boulot. La capitale est une fourmilière d'âmes en mouvement, trimballée de gauche et de droite par des corps avachis par le poids de la journée qui touche à sa fin. Encore grelottant du vent glacial de l'hiver parisien et déjà échauffé par les frottements des uns contre les autres, des autres contre ceux de derrière et de ceux de derrière contre la cloison de la rame. C'est comme ça que ça vit à Paris, à 18h30, un jeudi de janvier. On ne dit rien. On ne pense pas à l'immensité d'une prairie irlandaise au petit matin. On oublie l'idée même d'espace libre, le luxe infini et gratuit d'un courant d'air qui s'enroule autour de nous, d'un périmètre de sécurité inviolable entre notre corps et celui de notre prochain. On se tait, on fait avec. Toi et moi et des dizaines de personnes sommes attroupées sur le quai. On attend nerveusement et avec lassitude à la fois, dans la transe de l'attente automatisée, celle qui mange consciencieusement des minutes de chacun de nos jours, l'une après l'autre, celle que ne viennent sectionner que les annonces robotiques de la RATP. Direction Nation, prochain train dans 1 minute, le suivant dans 4 minutes. Et en même temps, on est prêt à bondir, à se placer pile au bon endroit à 10 cm près pour rentrer dans la prochaine rame, parce que 4 minutes c'est trop long, et que même si on attend le prochain, on sait pertinemment que la tâche ne sera pas moins difficile. Tu es là, à côté de moi, encore trop éloigné de mon corps pour que je te remarque. Je vois à ta position géographique sur ce quai que tu fais ce trajet tous les jours toi aussi. Peut-être t'y ai-je déjà croisé, 1 fois, 2 fois, 100 fois peut-être. Qu'est-ce que ça peut faire ? Tu t'es placé avant moi à ce point stratégique. Quand la rame arrivera, tu te trouveras juste à droite de l'ouverture de la porte, juste assez en repli pour laisser sortir la foule de ce trou béant et t'introduire toi-même dans cette boîte à pétri. À droite et pas à gauche, parce que le couloir vers la correspondance se trouve sur la gauche, et que la plus grande partie du flux est donc destinée à s'écouler de ce côté, te laissant ainsi le loisir de pénétrer dans la rame avant ces pauvres âmes ignorantes qui ont fait la funeste erreur d'opter pour le côté gauche de la porte. Est-ce que tu l'as étudié, ou tes jambes ont-elles simplement pris le pli par la force de l'habitude, si bien que tu te retrouves debout là, pile à cet endroit, sans vraiment y avoir jamais pensé, simplement comme une espèce animale s'adapte au fil des millénaires à son environnement pour survivre. Et puis le métro arrive, la porte dégueule sa foule et tu rentres, et je me faufile à ta suite. Et ça pousse à l'arrière. On joue des coudes, on donne du pardon, excusez-moi, hop, voilà, pardon, et on se retrouve en fin de course contre la vitre opposée, là où le mouvement s'arrête pour laisser place à la pression des corps, jusqu'à ce que finalement ça ne rentre plus, rien à faire, et les portes se ferment. L'instant où le métro repart se vit toujours comme une coupure. C'est le moment où il n'y a plus d'action, plus d'avancée, plus de placement stratégique. C'est le moment où l'on n'a pas d'autre choix que de se résoudre à garder pour un temps imparti la place et la position qui nous ont été données dans ces quelques secondes de déploiement d'énergie qui ont précédé. Si à l'issue de l'encastrement des corps tu finis sur la pointe des pieds, tu resteras sur la pointe des pieds jusqu'à ce que la situation se débloque. Si dans le chaos ton bras s'est trouvé coincé entre le sac à dos du monsieur de gauche et les fesses de la madame de droite, alors ton bras restera dans cet interstice jusqu'à nouvel ordre. C'est un temps suspendu d'inconfort à peine supportable qui, aux heures sombres de nos vies, agite nos angoisses et nous raccourcit le souffle. Et surtout, avec cet instant-là, avec cette seconde où le métro repart, arrive une sensation de solitude absolument écrasante. Une sensation, oui, et pas un sentiment, parce que cette solitude, c'est ton corps qui la ressent. C'est ton corps qui, comprimé contre tant d'autres, exprime son individualité avec une vigueur qui te fait tourner la tête, comme s'il luttait contre la menace absurde et pourtant atroce d'une fusion avec ceux qui l'entourent. Les corps sont tellement agglutinés, tellement pressés que peut-être les molécules qui se touchent par la force des choses auraient envie de se rencontrer à leur échelle, créant ainsi dans la rame non pas un amas de corps collés serrés, mais une seule et même patte humaine, gluante et suante. Et puis la solitude laisse place à l'observation. Le champ visuel qui m'est offert est tellement restreint que mon œil me fait office de lentille macro. Impossible de tourner la tête pour faire une analyse d'ensemble de la situation. Tout ce que je vois, c'est toi. Tu es la matière qui m'est donnée. Je te vois toi, de tellement près, de tellement près. Je te regarde avidement, sans gêne. De toute façon, je suis si près que tu ne peux pas me voir. Je te regarde parce que je ne peux rien faire d'autre, et que ne rien faire du tout voudrait dire me laisser absorber dans la solitude de mon corps, et mourir peut-être d'avoir trop retenu mon souffle à écouter la marche de mon cœur qui bat, à essayer de maintenir les autres corps hors du mien. Mourir de solitude, en fait. Quel âge as-tu ? 28 ans, peut-être ? 29 ? Ton visage est encore lisse, mais je vois quelques rides, toutes petites, qui commencent à se dessiner au point de ton œil droit, le seul auquel mon regard a accès. Ta peau n'est pas très belle, mais je ne t'en tiens pas rigueur. Chez la plupart des gens, la peau est un organe qui ne gagne pas à être scruté de trop près. Je sais de quoi je parle. Je vois les pores de ta peau. Petits abîmes foncés, élargis alors qu'on se rapproche de ton nez. Un nez droit, mais large, aux narines basses. Un peu grec, peut-être. Encore que, sais-je seulement ce qu'on appelle un nez grec. En tout cas, un nez présent sur ton visage mince. Pas repoussant, mais présent ce nez. On dirait que quelqu'un l'a posé là, comme un cheveu sur la soupe au milieu de ton visage de poupon grandi.
Et sur les ailes de ce nez, là où se retroussent les narines, tes pores assombris, encrassés, laissent s'échapper quelques tout petits poils bruns, à peine perceptibles. Des petits poils microscopiques qui doivent faire moins d'1 millimètre de long, et maintenant que j'y arrive, il t'en pousse quelques-uns aussi sur la pointe du nez. Des poils comme ça, à ces endroits inattendus du visage, et pourtant on les voit à peine, même de si près. Parce que les poils qui attireraient l'attention sur ton visage, si j'avais le loisir de le regarder dans son ensemble, ce seraient plutôt les poils de ta barbe. Une barbe irrégulière dans sa pousse, clairsemée ici et là, mais plus présente sur le menton et au-dessus de la lèvre, là où se crée une ombre. Tu ne dois pas accorder beaucoup d'attention à ce que tu fais quand tu te rases. Ici et là, en périphérie des zones les plus drues, des poils plus longs que les autres témoignent de la hâte avec laquelle tu expédies la corvée. À certains endroits, dans le creux de ta joue, des boutons se sont créés là où poussent les poils les moins vigoureux. Tes sourcils sont assez fournis par contre. De là à dire s'ils sont symétriques, mon champ de vision tronqué ne me permet pas de m'avancer, mais celui de droite me semble vigoureux. Un sourcil qui redonne à ton visage une expressivité que ta pâleur t'aurait presque fait perdre. En dessous, un œil sur lequel je ne m'attarde pas parce qu'à trop m'approcher de la fenêtre de ton âme, j'ai peur de faire exister l'amorce d'une relation humaine là où il n'y a que la dissection d'un corps. Jusqu'ici, j'ai gardé un œil résolument chirurgical sur le corps que j'ai sous les yeux. C'est au moment où j'amorce la descente de ton cou que les choses se compliquent. Les poils qui poussent, ou plutôt qui repoussent en banlieue de ta chevelure. Ces poils ont été rasés lors de ton dernier passage chez le coiffeur, il y a 2 mois, à vue de nez, et maintenant ils ont repoussé. Tout à coup, il me revient en tête les fois où j'ai eu cette même vision des nuques d'hommes que j'ai aimés. Ce même regard de biais, cette même découverte des poils périphériques de la nuque que personne ne regarde jamais, que personne ne scrute jamais d'aussi près et avec autant d'attention et de patience que l'être aimé. Soudain, j'ai l'impression désagréable, physiquement presque poisseuse, d'avoir été propulsée dans une intimité avec toi et d'y être maintenant enfermée jusqu'à ce que la rame se libère. Et je me sens coupable de m'être piégée moi-même puisque c'est moi et personne d'autre qui a installé cette intimité en te parcourant du regard. Parce que oui, je t'ai regardé beaucoup et de près, longuement, amoureusement presque, et pourtant sans amour aucun. Je t'ai vu, je t'ai exploré, et à aucun moment tu ne m'as plu. À aucun moment tu ne m'as attiré. Tu ne m'as pas repoussé non plus, c'est vrai, mais il n'y a rien que je projette sur toi. Et maintenant me voilà non seulement contre toi, mais aussi prisonnière d'un regard d'amante construit comme un pont de moi à toi et dont je ne peux plus me défaire. Et cette intimité me dégoûte, et je ressens ton corps contre le mien, une surface énorme de ton corps en fait. Le côté de ton torse, ton coude, ton bras, ta jambe aussi. Et ton torse, ton coude, ton bras et ta jambe ne sont rien d'autre que ceux d'un inconnu, mais d'un inconnu indésirable et désespérément collé à moi. Alors, sans doute pour m'extraire de cette promiscuité, mon esprit est propulsé dans une analyse intellectuelle de la situation. Et il m'apparaît soudain que la proximité d'un corps étranger ne le rend pas plus, mais moins désirable. Quelque part dans le zoom, l'érotisme se perd. Et l'humanité aussi, dans ce qu'elle peut avoir de spirituel. De trop près, la personne n'existe plus, il ne reste que les aspérités de son corps, les pores de sa peau et ce qui en sort, les défauts, les imperfections, parce qu'un corps n'est parfait qu'à une certaine distance. Dès qu'on s'approche trop, c'est la viande qui prend le dessus. Les enchevêtrements moléculaires, les sécrétions, les poils, bref, toutes ces choses qui font un corps quand on le regarde à la loupe. Et ce corps-là n'est pas un corps érotique, non pas parce qu'il est laid, il ne l'est peut-être pas, mais parce qu'il a perdu cette chose fragile de laquelle naît le désir, l'inconnu. À 1 mètre près, j'aurais pu me demander quelle sensation m'aurait apporté le contact de ton corps. Mais le contact est là, par la force des choses. Il est déjà là avant que la question ne soit posée. Ton visage est si près que ce n'est plus un visage, et qu'il ne représente plus rien, ou du moins rien de plus qu'un rein ou un fémur. C'est un morceau anatomique dépouillé de sens. C'est drôle comme une telle promiscuité peut tout à la fois être enivrante ou invivable selon les cas. Cette même promiscuité que l'on recherche à tout prix avec un corps que l'on désire ou que l'on aime. L'ivresse qui s'en dégage est à elle seule une raison d'être vivant. Mais pour peu que l'on n'ait pas eu l'idée, ou même seulement le temps de désirer ce corps, la proximité, le contact avec lui devient une épreuve insupportable. Étrangement, ça me fait sourire. Je pense à l'homme que j'aime et j'ai soudain l'impression de l'aimer 1000 fois plus que ce que je croyais. C'est idiot, juste une pensée furtive comme ça, mais une épiphanie. Comme mon amour est fort, lui qui me fait non pas seulement supporter, mais véritablement aimer la proximité impudique d'un corps. Par amour, je m'accommoderais de n'importe quoi, à commencer par lui comme ça, en maquereau. Et à ce moment précis, coincé contre toi dans cette attente insupportable de libération, je me dis que ce n'est pas peu dire. J'espère que cet épisode de la série Dans le métro vous a plu. Je vous invite à aller regarder les précédents qui sont en barre d'infos si vous ne les avez pas encore vus. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!